Souvenez-vous, la semaine dernière... Ça s'en aille, ça, tout ça. Nos désobéissants avaient mangé du lion. Toi, avec ton béret, ça fait un peu je me suis perdu de l'ONU, quoi. Bah ouais. Après leur training dans le Vercors et leur formation accélérée en Écosse, il est temps pour eux de rentrer dans l'arène. Opération Élysée à Paris. Depuis les émeutes de Seattle, entre les altermondialistes et les grandes puissances mondiales, la bataille fait rage. Pour faire basculer le système, certains ont imaginé un cheval de Troie. Clowns activistes, faucheurs d'OGM ou anti-pub, ils ont décidé d'unir leurs forces au sein d'une nouvelle alliance. Juan, Xavier, Nicolas et Marie font partie du réseau des désobéissants. J-12 heures pour l'Alliance des désobéissants. Ce soir, Xavier, Nicolas, Marie et une quinzaine d'activistes ont rendez-vous à quelques kilomètres à l'ouest de Paris, dans un endroit tenu secret, pour préparer leur premier gros coup. Afin d'échapper à Big Brother, rien n'est laissé au hasard. Batterie, portable, puce. Apparemment, même le portable éteint. Ils sont censés pouvoir t'écouter s'ils le veulent. Je sais pas, à vérifier. J'en sais rien du tout, mais par principe de précaution, on ne prend pas de risque. Est-ce que ça rend parano? Complètement, grave. Mais c'est clair. Bref, tout ça, c'est le palais de l'Élysée. Donc les ministres, tous, ils arrivent comme ça, ok? Et puis, ils vont rentrer par l'entrée principale, celle qu'on voit dans les reportages télé, là où il y a la cour de l'Élysée, où ils font leur speech à la fin du Conseil des ministres. Nous, on va les attendre, et on va en particulier attendre le Premier ministre, à son arrivée. On est sur un scénario qui ne va pas durer beaucoup plus que 10 minutes. On va pas le but n'est pas de tenir le plus longtemps. Enfin, si, mais de toute façon, il ne faut pas se bercer d'illusions. On ne tiendra pas. Ils sont plus nombreux. Le réseau des désobéissants bénéficie de 15 ans d'expérience des altermondialistes anglo-saxons et italiens. Pour éviter de se faire enfermer dans la spirale de la violence, les activistes contre-attaquent par l'humour et la dérision. Samba Warriors, armés de clowns ou nudistes urbains, dans cette guerre de la communication, l'image qu'on renvoie a plus de poids que l'action elle-même. Demain matin, pour dénoncer le non-respect par la France du traité de non-prolifération nucléaire, les menottes passées aux mains des ministres par les désobéissants pèseront plus que les banderoles. Ça, c'est raté. L'autre, c'est pour le Premier ministre. Pour les désobéissants, c'est répétition générale, avec dans le rôle du Premier ministre, Xavier. Encore des bouddhistes. C'est des bouddhistes qui sont là. Oh là là là. Ouais, ce sera plus là. Et la police qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh merde, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'ils font eux? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, bon, c'est bon. Et vous êtes bien? Bah, c'est impeccable. Ouais, mais c'est pas La seule chose qu'on risque, c'est entrave à la circulation et manif sauvage sur la voie publique. Donc c'est pas plus de 2 ans de prison, je crois. Enfin, j'ai plus les trucs en tête, mais c'est pas... Non, mais la jurisprudence, après, c'est beaucoup moins. Nicolas fait partie de cette nouvelle génération d'activistes. Méfiant devant le militantisme à la papa, il privilégie l'action locale au mythe du grand soir. Pour lui, désobéir, c'est un full-time job. La désobéissance civile, c'est aussi faire pousser des tomates sur son balcon. Et c'est de la désobéissance civile puisque ce sont des semences que j'ai échangées avec des amis. Ce qui est complètement illégal puisqu'on ne peut pas échanger de semences sans s'être enregistré préalablement. Je crois que c'est à l'INRA ou un truc comme ça.
C'est pas parce que un môme est turbulent qu'il va désobéir et qu'un môme est tout sage qu'il désobéira pas. Enfin, moi j'étais, je sais pas, j'étais pas un intello, mais j'étais le premier de la classe. J'étais pas le môme teigneux, chiant, etc. quoi. Que ce soit dans l'activisme ou à l'école, Nicolas est un habitué des premiers rangs. Avec sa grand-mère, militante pour les sans-papiers, il assiste à l'évacuation de l'église Saint-Bernard. C'est le déclic. Étudiant à Sciences Po, Nicolas se passionne bientôt pour les forums sociaux internationaux et rejoint les rangs de la BAC, la brigade activiste des clowns. Ça m'est jamais arrivé de partir soit en action clown, soit l'action anti-nucléaire devant l'Élysée ou ce genre de choses, de me réveiller le matin et de me dire oui, c'est une bonne idée de le faire, quoi. C'est tout le temps en train de douter, mais est-ce que c'est vraiment la bonne idée de faire ça? Est-ce que ça va pas se retourner contre nous? Est-ce que ça va pas décrédibiliser cette thématique-là, etc. quoi. Enfin, et puis la peur de se faire embarquer. Enfin, c'est voilà. 8h30. Dans l'autre sens, ça fait partir de 7h40. Non mais c'était 7h40, on avait dit 7h40. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? J'ai plus la date. 1h30. Waouh, 4 heures de... C'est parfait pour être en forme. Et encore, on n'est pas fini. 2 heures. Bon, on va se réveiller à 6h. On va se réveiller à 6h. De toute façon, le petit déjeuner sera frugal. Dans un café proche du palais de l'Élysée, tôt le matin, Nicolas, Xavier et les autres ont convoqué leurs invités surprises. 2 candidats à l'élection présidentielle et une sénatrice. Mais un grain de sable vient gripper la machine. Il y a des flics partout. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe alors? Bah, on sort du café et on se fait arrêter tout de suite. Je suis passé à 2 pâtés de maison de l'Élysée, je me suis fait arrêter par un policier qui m'a dit qu'il avait un signalement dans photo qui correspondait à ma tête. Ils m'ont palpé pour voir si j'avais du matériel militant ou que sais-je, et ensuite ils m'ont laissé repartir. Mais du coup, ça veut dire que le quartier est bouclé, il y a des RG là-devant, donc c'est mort pour le scénario prévu. Pour atteindre leur cible, le palais présidentiel, les désobéissants n'ont qu'une rue à remonter. Repérés par les renseignements généraux, cette centaine de mètres se révèle pavée d'embûches. Seule solution, foncer dans le tas, entouré par les médias. On a signé depuis 30 ans le traité. Bonjour madame. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Non. Vous n'empêcherez pas une élue de la République de marcher dans les rues. Attendez, non mais là on marche. Attendez, on marche gentiment. Sur le trottoir, on est sur le trottoir là. Bonjour, enchanté. Mais non, vous n'allez pas nous arrêter, on marche sur un trottoir. C'est quand même pas interdit de marcher sur un trottoir. C'est pas interdit de marcher sur un trottoir. Si, c'est interdit de marcher sur les trottoirs. Bon, vous avez... Ils ont vraiment peur. C'est incroyable. La façon dont ils les encadrent, personne ne peut approcher pour écouter des élus politiques. Il y a une sénatrice qui vient de parler, quelque chose qui est absolument... Non, je ne vais pas être filmé. Mais non, je vais pas être filmé, mais c'est quand même incroyable. Enfin, en tant que citoyen, je trouve ça scandaleux. Vous passiez en fait juste... Ah oui, moi je passe, je suis avocat, j'ai mon cabinet à côté, je trouve ça scandaleux. Et pourtant, je ne vais pas voter pour ces gens-là. Vous reculez là, hein? Face au blocus, l'Alliance des désobéissants abandonne l'idée de menotter les ministres, mais joue à fond avec les caméras pour faire passer son message. Dominique, viens... Prends la parole, il y a un mégaphone, prends la parole au mégaphone. Donc, nous dénonçons cette course en avant des armes nucléaires et nous voulons que la France respecte le traité international de
non-prolifération qu'elle a signé. Si c'est juste pour cette frustration, ce n'est pas une raison valable pour se faire remarquer. C'est-à-dire on est tous frustrés, c'est clair, mais faire de l'action pour faire de l'action, c'est pas de la nouvelle. C'est plus que des gens embarqués avec des présidentielles, ça fait une image plus forte. Oui, mais les images, on les a déjà. Comme ça. D'un côté ou de l'autre, là. Bah on avance comme ça, non? C'est par là. Non, pas les chiens. Pas les chiens. C'est ça que j'aime pas. Allez, c'est quoi là? C'est quoi? C'est un sketch ça, non? Sérieusement, là, il se passe quoi, là? Il se passe quoi là? C'est très bizarre, ils veulent qu'on parte mais ils veulent qu'on reste. On hésitait à bloquer, finalement c'est les flics qui bloquent. Je comprends plus bien. Pour répondre à ce coup de force, la police tente de se débarrasser des candidats à l'élection présidentielle trop médiatiques. Objectif, interpeller les désobéissants anonymes sans témoins gênants. On bouge pas, mais on veut rentrer. C'est passé, monsieur Beauvais. Ah, monsieur Besancenot. Ah non, on part pas si tu veux dire. Ah non, on va pas laisser. Ah non, non. Ah oui, j'étais bonne. Simplement maintenant, vous allez pouvoir être accompagné. Vous allez être suivi et il n'y aura pas de problème. Donc, tout le monde. Tout seul. Tout le monde. Ça fait déjà plusieurs stations de métro qu'on est suivis par les RG, donc ils nous ont suivis dans les métros. Ils nous pistent, ils ont visiblement envie de savoir jusqu'où on va. Ouais, Non, tout le monde n'est pas là. Il manque plein de monde. Arrêtez le speed, quoi. Ça vous dit, Nico et on se fait un entraînement à échapper de la filature. C'est marrant. Et on y va là comme ça, chacun de notre côté. Et voilà, chacun se démerde. Allez, on se démerde. On se dans plusieurs trucs. Tout le monde a entendu? Ouais. Allez-y, voilà, très bien. Les deux dans l'avant-dernier wagon. Donc voilà, là déjà maintenant si on voulait repartir en action, allez hop là. Et ils ont été semés quoi. Ouais, mais je suis presque déçu parce que c'était sympa. Enfin, on commençait à discuter développement durable. Enfin, leur dire que le développement durable ça suffit pas, mais on commençait à discuter un petit peu, c'était sympa. Donc je m'en veux presque parce qu'il la confiance qui commençait à se créer, ils vont croire qu'on l'a détruite alors pas du tout. On veut juste rigoler un peu plus quoi. L'Alliance des désobéissants croit avoir semé les agents de la sécurité intérieure. Raté. Ils les devancent pour leur débriefing dans un café parisien. Je pense qu'ils veulent aussi un peu mettre la pression, dire on est là jusqu'au bout, on vous a repéré, on va vous faire chier quoi. Apparemment ils viennent de dire qu'ils étaient en opération jusqu'à demain matin sur... donc ils avaient prévu de rester jusqu'à demain matin sur nous quoi. Mon expérience des actions. Je suis contente parce qu'a priori, je trouvais ça complètement foireux comme organisation. Il y avait beaucoup de points de vulnérabilité et ça me paraissait pas du tout confidentiel. Donc, en fait, c'était couru d'avance qu'ils nous attendaient. Je voyais pas qu'est-ce qu'on pouvait faire et finalement, on a fait un truc. On s'est mis plein de difficultés. On a été hyper ambitieux pour une première action tous ensemble. On avait des groupes éclatés. On avait une cible qui était quand même hyper chaude à atteindre. Etc. Donc... Après, ça met effectivement en avant plein de défauts. Il y a du travail, il y a plein de trucs dans la préparation qui, visiblement, on n'est pas encore au top. Mais comme on dit, la démarche, elle débute, quoi. Et puis, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à plus les faire, je pense. Et puis, voilà, moi, je trouve que, de toute façon, on va pas se mettre à pleurer ou à faire la gueule, quoi. Donc, faut continuer, quoi. Elle se monte en moins d'1 heure, pèse 200 kilos et tient chaud l'hiver. La yourte est la partenaire idéale du barbare moderne. Pour installer sa yourte, le Hollandais Freud Bollora n'a pas besoin de maçon ni d'échafaudage. Sa femme d'origine mongole et 2 amis suffisent.
En moins de temps qu'il n'en faut pour griller un poulet, sa maison de feutre est sur pied. La première chose que l'on pose est le poêle. Et c'est la dernière chose que l'on enlève. Parce que c'est notre vie. J'en ai un là, tu en as un aussi. Pas au centre, mais un peu à côté du centre. C'est ça le feu. Aujourd'hui, dans le monde entier, grâce à des VRP de choc, la yourte est devenue un must. Idéal pour organiser un séminaire ou roucouler pendant sa lune de miel, cette tente circulaire venue des steppes s'adapte à toutes les situations. Ici, un modèle pour enfants. Même les chiens ont leur niche molletonnée. La yourte, c'est le chaînon manquant entre la tente et la maison en dur. L'avantage, on n'y gèle pas et pas besoin de permis pour la construire. Certains s'y installent définitivement, mais à ses origines, la yourte était la chasse gardée des peuples nomades. Les nomades ne voyagent pas tout le temps, ils voyagent seulement quand ils peuvent faire de l'argent. Si tu ne peux pas faire d'argent, tu restes où tu es. C'est trop coûteux de voyager. Tu t'assois, tu attends et là tu voyages. Si Freud a planté aujourd'hui son mini chapiteau en Ardèche, c'est parce qu'il participe à la première conférence internationale des fabricants de yourtes. On y retrouve les plus grandes stars de l'habitat nomade venus d'Angleterre, d'Hawaï, des Pays-Bas ou des États-Unis. Pendant 3 jours, les adeptes de la maison voyageuse participent à des ateliers, comme celui-ci sous l'égide du maître d'œuvre Bill Copperwaite. Depuis près de 50 ans, celui-ci consacre sa vie à importer dans le monde moderne des techniques empruntées aux civilisations primitives. Bill a écrit la Bible du Do-It-Yourself, Une vie faite main, et créé la Yourt Foundation. Anticonsumériste, il n'a ni mail ni téléphone et vit au milieu des bois. Pour cette première conférence, Bill applique son credo « Savoir tout faire soi-même », à commencer par sa maison. Étape numéro 1, la maquette. Chacun devrait être designer. Chacun devrait penser au type de société dont il a envie, en fabriquant un meilleur monde à vivre. Si chacun adoptait cette attitude, on vivrait dans un monde meilleur, sans que tu fasses ce dont j'ai envie ou que je fasse ce dont tu as envie. Si tout le monde pensait à créer un monde meilleur, nous aurions un monde meilleur. À quelques galops de là, dans le Languedoc-Roussillon, Laetitia, 24 ans, a abandonné la vie en camion pour la chaleur de la yourte. Sa maison mobile lui a coûté 2 000 €. Les yourtes poussent en France comme des champignons. Elles seraient plus de 3 000. Simplement tolérées, elles sont à la merci des pouvoirs publics. Une loi permet l'expulsion de ces habitats éphémères au-delà de 3 mois. On a le chauffage, on a l'électricité depuis peu, avec des panneaux solaires. Et moi, ça me permet d'avoir mon ordi pour bûcher sur mes dossiers à rendre pour mon rapport de stage. Je peux avoir écouté de la musique, je peux allumer la lumière. Moi, ça me va, quoi. C'est un paysan du coin qui prête son terrain à Laetitia. Elle y a installé son association du jardin à l'autonomie qui cultive des fruits et légumes vendus au marché. Un premier pas vers l'autosuffisance. Donc là, on va avoir 7 superbes petits lapins. Ils sont très beaux, mais ils vont finir à la casserole, ceux-là. Allez. Le jour où on sera plus équipé, on mettra un petit robinet en bas. Et ce sera nickel, tu n'auras plus le besoin de t'embêter. Il n'y a pas notre petit piou-piou? Ah, eh ben il y en a un de mort. Allez le mettre ailleurs, celui-là. J'avais pas envie de vivre que pour me nourrir, quoi. J'avais envie de me nourrir, mais autant le faire moi-même. À la limite, y donner un peu de mon temps. Et quand j'ai envie, pouvoir partir et pas être bloquée parce que j'ai pas d'argent, je peux pas payer l'essence, je reste ici. À l'origine de la Yourtmania, un mythe venu des steppes d'Asie centrale dans le sillage des peuples nomades qui déferlent sur l'Europe dès le 5e siècle. Les invasions conduites par Attila ou Gengis Khan ont changé la carte du monde.
Dans le barda de ces armées de cavaliers et d'archers, on trouvait déjà ces yourtes qui suivent encore aujourd'hui les caravanes de leurs descendants, toujours en mouvement. Comme il y a 1500 ans, la construction de ces habitats éphémères obéit à des lois immuables dictées par les sorciers, ces chamans en communication directe avec les esprits. À l'intérieur de la yourte, par exemple, on se déplace toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. En Mongolie, près de la moitié de la population est toujours nomade. Pourtant, leur mode de vie subit les assauts des sédentaires, obsédés par la consommation. Les barbares, peu à peu, se faufilent dans les villes. Se contenter du minimum, comme l'impose la vie nomade, c'est le combat du premier rassemblement des bâtisseurs de yourtes en Ardèche. Pour l'occasion, ils ont construit la première yourte à 2 étages. L'Anglais Peter Andrews lit ou parle une dizaine de langues qui lui ont servi à parcourir la planète de l'Asie centrale au Moyen-Orient à la recherche de la yourte parfaite. Professeur d'architecture et docteur en tente nomade, il est aussi le roi du diaporama. Ce soir, dans le cadre du festival, Peter livre le secret de ses recherches, collectées avec sa femme Mougoul d'origine turque. Les nomades ne sont plus une menace depuis le développement des armes modernes, et particulièrement de l'avion. Parce qu'évidemment, ils peuvent toujours être bombardés depuis les airs. Mais avant cela, ils étaient une menace pour les régimes centralisés. Les nomades ont une vigueur particulière, un esprit de corps, qu'on appelle asabiya en arabe. Cela leur permet d'intégrer une civilisation urbaine, parce qu'ils sont plus forts et vivent mieux en groupe. Ça leur permet aussi de s'installer dans la ville qu'ils ont conquise. Et en 2 générations, ils deviennent eux-mêmes plus fragiles à cause du luxe dans lequel ils baignent. Alors, une nouvelle génération de nomades arrive et fait la même chose. Pour Lucy et Nitsan, considérer la yourte comme un accessoire de décoration est un sacrilège. Sur leur camion, le tandem a inscrit sa devise « Spirits in Tent », l'esprit est dans les tentes. Fabricants de yourtes, leur camion leur sert à transporter tout le matériel nécessaire et à prêcher partout en Europe la bonne parole nomade. Nitsan grandit en Israël, dans les kibbutz, et prend la route pour fuir le service militaire. Depuis plus de 10 ans, Lucy, ancienne étudiante en mathématiques, vit reculée du monde urbain avec lui. Bâtisseurs de tentes géantes, Lucy et Nitsan sont à l'origine du festival et de la yourte à 2 étages, autoproclamée « Palace des nomades ». Être sur la route, ça t'apprend que ta maison n'est pas un mur ou une rue, une personne ou une ville, mais que ta maison, c'est ta vie. Et surtout, tu apprends à te sentir en sécurité partout et tu te rends compte que c'est magique. Lucy et Nitsan sont des nomades sans troupeau. Ce ne sont pas les pâturages qui guident leur route, mais un mystère plus épais que le Da Vinci Code. Pendant 5 ou 6 ans, on a vécu sur cette ligne. Cette ligne-là qui va jusqu'au Portugal. Et pour des tas de raisons étranges, on est resté sur cette ligne. Et puis, on est allé du nord d'Israël au pays de Galles. Et on a vécu là pendant un peu de temps. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait créé une nouvelle ligne. Et comme ces 2 lignes se croisent, on a réalisé qu'on avait un endroit sur Terre qui nous appartenait et qu'on appelait le cœur du monde. La terre-mère. On ne croit pas que ce soit le centre du monde, mais ça y ressemble. Si le monde a un cœur, ça ressemble à ça.
Massacre à la tronçonneuse au large de l'Australie. Entre les bûcherons et les éco-warriors des cimes, c'est la guerre. Aux arbres, etc. Ah, la Tasmanie, ces forêts millénaires, ces petits oiseaux et ces bûcherons ronchons. Si les bûcherons sont au bord de la crise de nerfs, c'est que depuis 3 ans, le fléau des ferals les empêche de couper les arbres en 4. Méfiante comme un diable de Tasmanie, une nouvelle espèce d'écolo tisse sa toile dans la forêt. Leurs détracteurs les appellent les crusties à cause de la saleté qui les recouvre et fait craquer leur peau. Ils bâtissent leur nid au sommet des eucalyptus, hauts de plus de 30 étages, qui dominent la forêt primaire. À force de les voir vivre comme les grands singes, les Australiens les ont aussi surnommés les ferals, un mot anglais qui désigne les animaux domestiques retournés à l'état sauvage. Je m'arrête une fois par jour pour m'asseoir pendant 1 heure, mais c'est un vrai défi pour moi. On appelle ça les 5 doigts. Je me suis dit que ça serait pratique ici. C'est une marque allemande qui fabrique les semelles. Elles sont super solides. Elles pèsent rien. Et c'est très bon pour le dos et les lombaires. Ça t'oblige à marcher correctement. Les filles en talons, elles se déplacent le bassin et ça leur détruit la santé. Alors que ça, c'est vraiment super. Très ergonomique. Mais quand il fait froid, humide et que le sol est boueux, ça sert à rien. Ça, c'est mon orang-outan fétiche. Je me le suis fait faire en Malaisie l'an dernier. Feral, c'est pas le nom qu'on se donne. C'est quelque chose que les gens utilisent contre nous parce qu'ils nous trouvent sales. On a des dreadlocks, des poils sous les bras. On se lave pas, on vit dans la saleté, mais c'est différent. C'est un mode de vie traditionnel. On vit avec l'environnement et les éléments. Si t'es pas dans une maison avec du désinfectant, du savon et de l'eau chaude en permanence, avec 3 douches par jour et une machine à laver, c'est vrai que tu finis un peu crado. Mais moi, je trouve ça beau. Au sud de l'Australie, dans le Pacifique Sud, la Tasmanie abrite l'une des plus importantes forêts primaires au monde. Cette merveille naturelle est réduite à l'état de copeaux par des groupes industriels australiens comme Gunns, le plus grand propriétaire terrien de l'île. Une déforestation qui s'étend au rythme de 44 terrains de football par jour. Pour pouvoir replanter d'autres forêts à sacrifier demain, Gunns finit le travail au napalm, puis largue un poison inventé par les nazis pour tuer les animaux qui seraient tentés de manger les graines. Les arbres centenaires abattus sont d'abord transformés en pâte à papier avant d'être réduits en rouleaux de papier toilette. À la tête de cette guérilla feuillue, le collectif Still Wild, Still Threatened, toujours sauvage, toujours menacé. Pour être sûr de les croiser, il suffit de suivre les scieuses Terminator. On est les fouteurs de merde qui traînent dans les buissons et tentent d'empêcher l'abattage et l'exploitation forestière dans les zones sauvages. Je pense qu'on est à la fin de la chaîne. Et c'est pas ici que ça commence. Ça, c'est ce qui arrive après des dizaines d'années de lobbying, à tenter de protéger quelque chose. Après l'échec de tous les courriers, les démarches administratives et les manifs, quand tous les moyens légaux ont été épuisés, quand les bulldozers arrivent, c'est tout ce qui reste à faire. Si on peut sauver ces forêts et les animaux qui y vivent, alors on se sauve nous-mêmes. Enfin, c'est mon avis.
C'est un très beau spécimen d'Eucalyptus obliqua. En Tasmanie, il y a beaucoup d'espèces différentes de ces magnifiques arbres. Et il y a aussi l'Eucalyptus regnans, qui est l'arbre à floraison le plus grand de la planète. Et cet énorme arbre ancestral, qui doit avoir 400 ans, sera coupé pour être transformé en mouchoir et en papier cul pour le Japon. On va monter une plateforme là-haut. Coucou! Salut ma belle! Comment ça va? La spécialité de Warwick, c'est le tree sitting. Pour enrayer l'abattage annoncé, ces Eco-Warriors version XXL construisent des plateformes dans les arbres géants. Perchés à plus de 50 mètres, alimentés depuis le sol, leur cabane ne tient qu'à un fil. Comme dans toutes les guerres, les Stillwild Steel Stretton ont leur base arrière, Hobart et ses 200 000 habitants. Est-ce un hasard? C'est aussi la plus grande ville ayant un maire écolo au monde. C'est ici, dans le Pink Palace, que les activistes de la forêt primaire accueillent les troupes fraîches. Ils viennent d'Australie, mais aussi d'Europe, d'Amérique ou du Japon pour se battre. Une organisation que la police, jusque-là, peine à infiltrer et manipuler. Ici, il n'y a pas de chef ni d'organigramme. Avant d'arriver là, Alice s'est battue contre l'implantation de centres de recherche nucléaire dans le désert australien. Il n'y a pas d'organisation centrale, il n'y a pas de col blanc qui prend les décisions. Les rôles sont partagés équitablement entre tous. On n'est pas vraiment extrémiste si on considère ce qui se passe ailleurs dans le monde. On n'est même pas du tout extrémiste. Et pour commencer, on est tous pacifistes et non violents. Dans la forêt de Florentine, à 60 km d'Hobart, les Eco-Warriors installent leur nouvelle implantation. Premier enjeu, se nourrir. Sans argent autre que des donations, c'est le règne du système D. Ça, c'est juste des snacks. Mais là, on a une magnifique salade de carottes, de tomates, de laitue et de concombres. Et plein de légumes, généreusement offerts. On reçoit plein de dons. C'est génial pour continuer à faire fonctionner le camp. Ensuite, il y a tout ce pain qu'on a récupéré dans les poubelles ce matin. Merci beaucoup, les supermarchés. On mange toujours végétarien ici? Non, pas toujours. Et quand est-ce que vous mangez de la viande? Eh bien, on nous en apporte de temps en temps. Parfois des animaux écrasés. Et on en achète un peu. Ou on en reçoit. Parfois, les gens nous font don de poissons qu'on cuit sur le feu. Mais les végétariens n'en mangent pas. Pour pouvoir se battre, Valérie a vendu sa maison. Depuis, pour nourrir la communauté, elle pratique le dumpster diving, le plongeon de poubelle, ne récupérant que les déchets encore emballés dans les bennes à ordures des grandes surfaces. C'est son activité favorite avec le road blocking, la barricade en voiture farcie de béton. On les appelle les dragons des routes. C'est un terme très utilisé en Australie. Dedans, il y a une attache qui est enterrée et cimentée dans le sol. L'attache est là. Et elle plonge dans le sol. Pour que les bûcherons conduisent leur engin par cette route, il faut qu'ils déplacent la voiture. Et ça signifie couper en morceaux la personne qui est à l'intérieur. Parce qu'elle a ses bras accrochés dans un tuyau en acier qui est scellé dans le sol. C'est incroyable d'être ici, de faire ce qu'on fait. J'ai le sentiment de faire quelque chose d'exceptionnel de ma vie. Depuis le début de l'année, la police a lancé 2 attaques afin de démanteler les bivouacs de la forêt de Florentine. À chaque fois, elle a mis plus d'1 semaine à reprendre le contrôle des lieux, freinée par les pièges tendus par les Eco-Warriors. Lorsque les bulldozers entrent en action, ceux-ci n'hésitent pas à se jeter sous les chenilles et à s'enchaîner au poste de contrôle. Un activisme non violent qui a le don de faire enrager les bûcherons qui haïssent ces militants venus des villes.
Go on, you fucking bastard! Calm down. Go on, you cunt! Calm down, mate. Fuck off! Calm No, down. I've had enough of it! Oi, calm I've down. had a fucking enough of you Easy, cunts! mate, easy. Chill out, chill out. Fuck you! Fuck off! Don't need to Fuck off! Fuck off! Fuck off! Get out of it, dickheads! Get out of it! Chill out. Fuck off! Chill out. You're gonna lose in a fucking minute! I'm gonna get full of you fucking stinking cunts! Là-haut, tu t'es pas servi du seau. Non, j'ai pas utilisé le seau à merde. Je me suis servi du seau à pisse, mais pas du seau à merde. Pas du seau à merde. Pas du seau à merde. Alors t'as fait comment? J'ai rien fait, j'ai pas chié du tout. Vraiment? Ouais, vraiment. Pendant 3 jours? Non, 2 jours. 2 jours? Oui, c'est une discipline mentale. Armées de leurs jupons, elles veulent faire la peau au CO2, leur ennemi juré. Le roadshow des suffragettes arrive en ville, rué vers le zéro carbone. Anna, Oliver, come and see. There's something really nice coming past. Look, some horses and carriages. Look. Oh, look. Yeah, that one beautiful. Remember the group called Climate Rush? We've been walking around the country on a roadshow talking to people about climate change. We started in London near Heathrow. Really? Look at the map from the road. Carbon, achievement, isn't imprint it? of carbon. Miles. Yes. It's The bottom doesn't get washed, but the top half does and get you're washed out. collecting the carbon as you go. Yes, yeah, we're That's- sweeping, that's one carbon idea. sweeping. The latest idea. Well done. Hats off to you all. That's right, thank you. And you. Good Okay luck. then. Thank you, bye. Let's go. Au carbone, elles préfèrent le crottin. Histoire de laisser le moins de saleté possible derrière elles, ces faits du logis vert ont choisi la traction hippomobile. Partie le 4 septembre de Simpson, près de Londres, la caravane écolo traverse le sud de l'Angleterre, histoire de mettre de la joie dans la grisaille du combat anti-carbone. Ce roadshow, spectacle itinérant en VF, est composé d'une carriole tirée par 2 chevaux et d'une quinzaine d'activistes. Leur nom de code, le Climate Rush, la ruée vers le climat. Tamsin, 24 ans, et Rebecca, 25 ans, pilotent cet escadron de filles activistes qui se surnomment les suffragettes. Je ne suis pas une experte ni rien. Le temps que je mettrai à avoir une expertise ou autre, ce sera trop tard. Donc être une activiste est la chose la plus forte que je puisse faire maintenant. Ce qui est différent avec le Climate Rush, c'est qu'on est sérieuse, mais on n'a pas l'air très sérieuse. On sait comment s'amuser, on fait un truc moral, mais on fait pas la morale. On dit juste « allez-y, militez, c'est excitant ». Depuis 1 an et demi, les suffragettes font la pluie et le beau temps chez les Eco-Warriors. Elles organisent un pique-nique géant à l'aéroport d'Heathrow pour en dénoncer les programmes d'expansion, s'enchaînent aux grilles du Parlement de Londres et se collent à la superglue à l'une des statues de son hall d'entrée. Quand la caravane de Climate Rush débarque, les militantes distribuent leurs gazettes au titre emprunté aux Beatles « Here Comes the Sun ». Elles y expliquent pourquoi les suffragettes, qu'elles décrivent comme les premières punks, sont leurs modèles. En 1893, la Nouvelle-Zélande est le premier pays au monde à accorder le droit de vote aux femmes. 10 ans plus tard, des Anglaises qu'on surnomme les suffragettes se lancent à leur tour dans ce combat et multiplient les coups d'éclat, brûlant églises ou terrains de golf réservés aux hommes. En 1913, l'une d'elles se tue en se jetant sous les sabots du cheval du roi George V. En 1918, le Parlement anglais accorde enfin le droit de vote aux femmes. Un siècle plus tard, les suffragettes anti-carbone reprennent non seulement la tenue vestimentaire de ces combattantes, mais aussi leur culot.
Je prépare le terrain pour le feu. J'enlève l'herbe. Pour cet endroit, il y avait un panneau qui disait « œufs à vendre, plus haut ». Alors on s'est dit que le terrain devait appartenir à ces personnes et on est allé les voir. Parfois, c'est dur de savoir à qui appartient le champ. Le plus simple, c'est d'y rentrer et de s'y installer. Et attendre. Et quand ils arrivent et disent « Dégagez de mon champ !» alors on répond juste « Salut, on est très très gentils ». Pour suivre les suffragettes dans leur périple, il faut dire adieu au carbone. Pas de business class dans notre jet privé, cette fois l'équipe de Trax a dû voyager en train pour aller à la rencontre de la caravane du Climate Rush et laisser tomber la suite royale pour le camping sauvage. On enlève les étiquettes parce qu'on ne veut pas faire de pub pour ces eaux minérales. Si quelque chose tombait par terre en ville, tu le mangerais pas. Tu le montrerais du doigt, tu filerais un coup de pied dedans, tu le dégagerais. Ici, tu peux laisser tomber un truc par terre, chacun peut le prendre dans ses mains 3 fois, et tu le mets quand même dans ta bouche parce que t'as super faim. The night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you. Si les suffragettes peuvent compter sur un noyau dur de militantes, toutes les bonnes volontés peuvent se raccrocher à la caravane pour un jour ou le mois entier. Je suis psychologue. J'ai eu un break de 5-6 semaines au boulot, ce qui est génial. Et après, je pars au Maroc. Puis je retourne à mon boulot de psychologue. J'ai passé 1 an au Danemark et 1 an à voyager en Turquie, au Moyen-Orient, en Iran, en Irak et en Géorgie, en faisant du stop la plupart du temps. Et là, je viens juste de rentrer en Angleterre en stop. J'ai jamais été intéressée par la politique ou l'environnement, jusqu'à il y a 1 an, quand quelqu'un m'a parlé de la fonte des glaciers en Antarctique, qui vont disparaître. Et là, j'ai complètement flippé. On fait des sérigraphies. On a plein de slogans différents. Celui-là dit « Climat alerte rouge ». On en a plein. Il y a aussi « Climate Rush ». D'autres genre « Changeons la politique climatique ». Des actes plutôt que des mots. De la nourriture, pas du pétrole. Pression première et pas huile de palme. Des trains, pas des avions. Ou la pédale au pouvoir. On aime bien en faire de nouveau pour chaque action. My father told me that all men are equal, whatever color, religion or movement. Malgré son jeune âge, Tamsin, fondatrice du Climate Rush, est déjà une vétérane du mouvement altermondialiste anglais. On commence à rattacher notre combat à des luttes historiques antérieures, comme le mouvement noir des droits civiques, la lutte contre l'esclavage ou le mouvement pour les droits de la femme. Ça permet de légitimer notre combat en disant, avant, quand ils faisaient ça, on leur disait qu'ils étaient fous. On leur disait qu'ils étaient hystériques, qu'ils devraient juste la fermer parce qu'il n'y avait rien de mal avec le système dans lequel ils vivaient, qu'il n'y avait rien de mal à ce que les femmes n'aient pas les mêmes droits, à ce que les Noirs soient des citoyens de seconde zone. On en est là aujourd'hui. Il n'y a rien de mal à prendre l'avion 5 fois par an, il n'y a rien de mal à avoir un 4x4. Et en fait, il y a un problème avec ça. C'est très important de justifier ce qu'on fait. Le Big Bang du zéro carbone remonte à 2006 avec le premier Camp for Climate Action organisé près de Leeds face à la centrale thermique à charbon. Depuis, chaque année, les Climate Camps squattent des zones hautement chargées en carbone. On y compte jusqu'à 200 ateliers où l'on peut apprendre le journalisme activiste ou l'apiculture. Véritable salon de l'écologie, tous les activistes climatiques s'y donnent rendez-vous. Parmi eux, les terribles Planes Stupid, où Tamsin a fait ses premières heures de vol.
Le 27 février 2008, Tamsin grimpe sur le toit de Westminster, l'un des bâtiments les mieux protégés d'Angleterre, avec 5 autres membres de Plain Stupid, une organisation qui se bat pour une réduction du trafic aérien. Ils y déploient une banderole et répondent en direct par téléphone portable aux interviews des journalistes. Tamsin s'y fait arrêter pour la première fois. C'est un peu risqué. Maintenant, je ne peux plus aller aux États-Unis parce que j'ai un casier judiciaire. Il y a des choix que j'ai faits ces dernières années qui auront un impact sur ma vie dans le futur. Aujourd'hui, c'est la dernière étape du tour de la Green Caravan. Pour leur dernier arrêt, les suffragettes ont choisi la ville symbole de Totnes, mais à quelques galops de la ligne d'arrivée, c'est l'accrochage. Absolutely no, no, no. I'm not giving in. You back up. You've got the engine. You've got the horses under the bonnet. Use them. It's not a case of giving up. It's a case of actually, what is the best thing to do? But if you start a fight, you're going to do a criminal kind of like action, and then it's all going to go wrong. I'm not having a fight. You could have stopped there. I know that's true, but essentially it's not so difficult for you to back up as it is. I've got a trailer and all these other cars. We can push the trailer up. You should be at a funeral at Staffordham Church 10 minutes ago. I'm really sorry. Le road trip du Climate Rush prend fin à Totnes car ce village de 7700 habitants est la cité pionnière du mouvement de la transition. Depuis 2005, plusieurs centaines de villes et de quartiers se sont ralliés au concept de l'environnementaliste Rob Hopkins. Son but, créer des collectivités autosuffisantes et zéro carbone. Notre challenge, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer. Ce n'est pas une question de revenir en arrière, nous ne pouvons pas revenir en arrière, même si nous le voulions. La question n'est pas de savoir d'où on vient, mais où on en est. Le fait que nous devons aller de l'avant face à des questions que le futur nous pose. Comment allons-nous vivre sans utiliser d'énergie fossile? Comment allons-nous faire pour aller nous coucher à la fin de la journée en ayant dégagé le moins de carbone possible lors de nos activités quotidiennes? Pour créer des villes qui diminuent de façon drastique la production de carbone, les habitants des Transition Towns ont un credo. Trouve ta nourriture à pied et pas en faisant des kilomètres. Histoire de limiter la pollution liée au transport, les villes de transition ont inventé une monnaie locale qui s'échange dans les magasins, vendant des marchandises produites dans un rayon de moins de 100 km. À Totnes, on peut même se faire enterrer bio, s'habiller équitable et toutes les maisons carburent à l'énergie solaire. Parti d'Angleterre, le mouvement gagne toute la planète, de l'Australie aux États-Unis. Depuis de nombreuses années, le mouvement écologiste a essayé de faire réagir les gens en leur donnant des brochures pleines d'infos déprimantes, en espérant qu'ils les lisent et se disent « Oh, vraiment, mon Dieu, je devrais aller planter des carottes tout de suite ». En fait, pour beaucoup de gens, ça ne marche pas comme ça. Plein de gens zappent dès qu'ils entendent ça. Ce qu'on essaye de faire dans les villes en transition, c'est de ne pas chercher qui est responsable, mais de dire voilà où on en est. On est tous dans la même situation et qu'est-ce qu'on peut faire? Les solutions viennent d'activités sympas. C'est pas comme si on était en train de manifester, c'est plus comme une fête. Dans les années 60, le Japon vit son boom Izanagi, le miracle industriel qui propulse l'économie nippone au 2e rang mondial. À l'époque, même les hippies sont emballés au cri de « Make money, not war ». Faites du fric, pas la guerre. « 50 ans plus tard, la Chine a ravi aux Japonais la 2e place sur le podium des pays riches et l'archipel est en proie au doute. Les hippies nippons se réveillent avec la gueule de bois et se rallient autour d'un nouveau slogan « Ralentissez ». Tous les ans, les disciples de la décroissance se la coulent douce ici à Tokyo au Earth and Peace Festival, les yeux rivés sur leur modèle, le paresseux. Le Sloth Club, le club des paresseux, n'a pas pour mission de sauver les mammifères les plus lents de la planète de leur inéluctable extinction, mais de devenir comme eux. Amis
Fukuoka est cofondatrice de ce club qui voit la vie au ralenti. La société japonaise donne beaucoup trop d'importance à la vitesse et au rendement. Le lien entre les hommes et la nature, ou même entre les hommes eux-mêmes, est aujourd'hui rompu et il faut le renouer. J'habitais à Tokyo avant, mais je suis partie pour la région la plus au sud de Kyushu à cause de l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima. Même à Tokyo, mon objectif premier a d'abord été de mener en ville une vie de paresseux. Et aujourd'hui, je veux vivre en harmonie avec la Terre. Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 au large des côtes nord-est du Japon déclenche un tsunami avec des vagues atteignant jusqu'à 30 mètres de haut. Comme dans les pires films catastrophes, c'est l'effet domino. Située à moins de 3 heures de route de Tokyo, la centrale nucléaire de Fukushima devient incontrôlable. Les fuites radioactives contaminent la région et sèment la psychose. Depuis plus de 20 ans, Keibo Oiwa tire la sonnette d'alarme sur l'enfer du nucléaire. Anthropologue de formation et auteur d'une dizaine de livres sur le slow life, Keibo est le fondateur du Club des paresseux. C'est lors d'un de ses voyages dans les forêts tropicales équatoriales qu'il a la révélation en tombant nez à nez avec un paresseux. Pourquoi les paresseux sont-ils lents? D'abord, ils ont très peu de muscles, et donc un mode de vie avec des efforts réduits. Ça a pour conséquence qu'ils n'ont pas besoin de nourriture à forte teneur en protéines ou énergétiques. Ils n'ont pas besoin d'être compétitifs. Comme les paresseux, il faut redesigner notre façon de vivre dans ce monde afin d'être plus en phase avec l'état de nature. C'est le but que s'est fixé le mouvement du paresseux, faire le choix de la lenteur. S'il le pouvait, Keibo transformerait tout ce béton et métal en bois et paille. Pour son coup d'essai, il a choisi Yokohama, la deuxième ville du Japon. Le club des paresseux est contraint de retrousser ses manches pour construire un temple bouddhiste uniquement avec des produits naturels. Pas question de tronçonner le moindre cerisier, tout le bois utilisé provient d'arbres déracinés par le tsunami. Ici, la paille remplace l'amiante comme isolant, la corde et la bouse de vache font office de mortier. Cerise sur le gâteau, le temple n'a rien coûté puisque les paresseux ont travaillé à l'œil. Donc, en plus d'être écolo, ce projet ne fait pas avancer l'économie nippone. C'est le deuxième objectif de Keibo Oiwa. Le Japon devrait revenir au 9e rang mondial. Dans l'article 9 de la Constitution japonaise, il est inscrit que le Japon renonce à la guerre, qu'il ne doit posséder ni armes ni armée. La paix proposée par cet article est le fondement de la richesse et du bonheur de mon pays. Plus que le PIB, la richesse et les biens matériels, on veut construire une société privilégiant la paix, le bonheur, la considération, la gentillesse. Une société fondée sur la richesse de la nature. C'est pour ça que je dis que le Japon doit être numéro 9. Depuis le 11 mars et l'accident nucléaire, de plus en plus de gens veulent ralentir leur rythme. Et se demandent ce qu'est le bonheur. Quel est le sens de la vie? C'est très possible de ralentir.
Il faut qu'on change de mentalité. Avant, on exigeait de nous une progression, une production perpétuelle. On nous demandait de toujours regarder vers le haut. Et maintenant, il faut changer notre façon de voir. Il faut une régression, une descente. Il faut dire moins et pas plus. Tendre à la soustraction plutôt qu'à l'addition. Techniquement, il faudrait un changement de source d'énergie. C'est indispensable. Il faut se débarrasser des centrales nucléaires non durables et extrêmement dangereuses pour aller vers les énergies naturelles. Avant Fukushima, le Japon était le 3e pays consommateur d'électricité d'origine nucléaire au monde. Les 54 réacteurs tournaient plein pot, quitte à mettre la sécurité de côté. Ainsi, la centrale de Fukushima était censée fermer en 2010. Pour l'État, l'accident ne doit pas remettre en question l'énergie nucléaire, et voici comment il est présenté aux enfants. 福島県の原発くんのお腹が痛くなりました。お腹痛いよ。うんちが出ちゃいそう。大きな音が原発くんから聞こえてきてみんなびっくり。この辺の人が住めなくなったり、お魚や野菜への影響も出るかもしれない。Pourtant, la fiction avait prévu la réalité. Lorsqu'en 1974, Toshio Masuda réalise La fin du monde d'après Nostradamus, il choisit comme point de départ de son film catastrophe la centrale de Fukushima, idéalement placée à proximité d'une faille sismique. C'est un comble, mais pour rendre visite à l'homme le plus slow du monde, il faut prendre le Shinkansen, le train le plus rapide du Japon. À seulement 60 km de Fukushima, près de la ville de Nasu, l'inventeur Yasuyuki Fujimura a construit son atelier 100% non électrique. Là, on peut voir quelques-unes des inventions du professeur Tournesol du Sloth Club, comme ce frigo qui consomme 0 kW. Ça, c'est un réfrigérateur qui marche sans électricité. À l'intérieur, on range les produits. Il n'y a que de la bière. Si tu touches, tu peux constater que c'est très froid. Autour de ce compartiment, il y a 200 litres d'eau. On refroidit cette eau et c'est grâce à elle qu'on refroidit les produits à l'intérieur. Au-dessus de ce frigo zéro carbone, une plaque de métal renvoie la nuit vers le ciel les rayons infrarouges absorbés durant la journée, abaissant ainsi la température de l'eau entourant l'appareil. Un système déjà utilisé par les peuples du désert au Moyen-Âge. Contraint de fermer la plupart des réacteurs nucléaires, le gouvernement a imposé des restrictions sur la consommation d'énergie. Du coup, depuis un an, les inventions de Fujimura-san attirent 3 fois plus de curieux. Humidificateur, garde-manger isotherme, cuisinière solaire et même aspirateur, ici tout est unplugged. Aujourd'hui, au Japon, les mots slow life ou slow food font partie du langage commun. C'est certainement parce que de nombreuses personnes commencent à trouver suspect le besoin de plus de confort, de plus de commodité et de toujours plus de vitesse. Elles se disent qu'il leur faut changer de mode de vie, mais elles ne savent pas comment faire, et ça provoque beaucoup de frustration. Le message que je veux faire passer à tous ceux qui viennent ici, c'est qu'on peut accéder au bonheur sans énergie ni argent. L'invention la plus populaire de Fujimura-san au pays du thé vert, c'est ça. Un mini-engin pour torréfier soi-même son café. Il en a vendu plus de 10 000 exemplaires. Pour réaliser ça, ça m'a pris presque 6 mois.
La raison pour laquelle j'ai pris tant de temps pour fabriquer quelque chose d'aussi simple, c'est que je voulais avoir un beau bruit, qu'une bonne odeur s'en dégage et qu'on puisse voir la couleur des grains, et surtout qu'il n'y ait pas de fatigue générée par son utilisation. En un mot, que ce soit agréable de faire du café. Si j'avais mis sur le marché un produit comme ça dans les années 80, j'en aurais même pas vendu un. Parce qu'à cette époque, les Japonais se donnaient chaque minute et chaque seconde à leur travail. Si vous leur aviez dit qu'une tasse de café prendrait 25 minutes à se faire, ils seraient tombés dans les pommes. 25 minutes pour un café, c'est un peu long. Alors on vous le fait bien serré en 25 secondes. À Tokyo, le Club des paresseux a établi son quartier général dans le quartier de Kokubunji. Autour du café slow, on trouve de tout pour vivre au ralenti, des légumes bio à toute une ribambelle de produits équitables. C'est aussi ici que les membres du Sloth Club troquent des objets et mettent au point leur stratégie de décroissance. L'image que j'avais de la vie au ralenti, c'est celle de mon grand-père et de ma grand-mère. La vie de personnes à la retraite. Mais en venant ici 2 ou 3 fois, j'ai découvert et commencé à apprécier ce qu'était vraiment la slow life. Si j'étais au pouvoir, je demanderais qu'à partir de 21h, toutes les lumières qui ne sont pas indispensables à la sécurité soient éteintes et que tout le monde rentre chez soi. Je veux que les étoiles soient les plus lumineuses possibles. Que la famille ait chaque jour un moment où elle puisse profiter de la lumière, des bougies ou des étoiles. C'est mon idéal. Chaque année, pendant le solstice d'hiver, la Candle Night, ou Nuit des bougies, appelle à réfléchir à sa consommation énergétique. Son principe, ne pas utiliser d'électricité pendant 2 heures. 1 an après Fukushima, cet événement mondial prend un sens tout particulier au Japon. C'est vraiment des petites choses. Ne pas gaspiller la lumière de la chambre, par exemple, en la laissant allumée. Ça, on y fait encore attention aujourd'hui. Les enfants ne sont pas assez grands pour comprendre la valeur de la vie. Mais c'est une bonne occasion pour parler de ça enfin en famille. Enfin, c'est bizarre de dire une bonne occasion, mais bon. C'est une année où on mesure plus sa chance de vivre que les années précédentes. Oui, on peut. On peut vivre à 100% sans électricité. Mais si on va jusque-là, ça peut vite devenir désagréable. Alors, je suggère qu'on choisisse ce qui nous donne le plus de bonheur dans l'électrique et dans le non-électrique.
Au Japon, la fronde des anti-nukes se joue à coups de riffs de guitare. Depuis la catastrophe nucléaire provoquée par le tremblement de terre du 11 mars 2011, les Japonais sont dans la rue pour dénoncer les bévues du gouvernement et la puissante compagnie d'électricité TEPCO. Du jamais vu dans un pays où l'on n'exprime pas son opinion ouvertement en public. Ces manifestations anti-nucléaires sont devenues régulières et les musiciens s'y mettent aussi. Aujourd'hui, des groupes de la scène punk de Tokyo ont appelé à un Sound Demo, une manifestation sonore, pour exprimer leur colère contre le nucléaire. Eriko, membre du groupe Pilvet, hurle avec son mégaphone à l'oreille des policiers. Le gouvernement a entraîné les gens à regarder dans une certaine direction en leur faisant croire que tout allait bien. Pendant ce temps, ils ont fabriqué plein de centrales nucléaires et se sont remplis les poches. Ça fait peur. C'est pour ça que ce n'est pas facile de faire des manifs au Japon. Il n'y a pas assez de gens pour gueuler. C'est plus dur qu'à l'étranger. Dans un studio d'enregistrement souterrain à Tokyo, Eriko et son copain Hiroaki organisent un concert afin de réunir des fonds pour les enfants de Fukushima, victimes de la radioactivité. Derrière ce benefit concert, l'ONG punk Human Recovery Project, qui se démène pour aider les sinistrés de la catastrophe de 2011. Entre deux sessions musicales, Eriko projette le film qu'elle a tourné dans la préfecture de Fukushima sur les activités de l'organisation. Elle s'est rendue plusieurs fois près de la désormais célèbre centrale nucléaire pour aider à la reconstruction post-tsunami et pour distribuer les vêtements et la nourriture récoltés pendant les événements qu'elle organise. Bien sûr que le punk et le hardcore peuvent transmettre un message. Si tu as quelque chose à dire, sans vouloir aller trop loin dans la réflexion, en quelques secondes ou en 1 minute, tu peux dire des phrases chocs et balancer plein d'idées. Ton message, ta colère, les salopards, enculés, sont faciles à dire. Les Sex Pistols, par exemple, quand ils disaient « nos futurs », c'était « nos futurs », point barre. Mais tu peux réfléchir à l'envers et dire « si tu casses tout, il y a un avenir ». Pour grossir les troupes antinucléaires, le musicien Oki Kano a produit un clip destiné au net. Le morceau « Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas » a été un succès immédiat avec des centaines de milliers de visiteurs. Oki a adapté un morceau du chanteur reggae Ranking Taxi et lui a demandé d'apparaître dans son clip. Tous les bénéfices des ventes du morceau vont aux sinistrés de la catastrophe de 2011 via la Croix-Rouge japonaise. Jusqu'à présent, on mangeait bien au Japon. Mais maintenant, on ne peut plus manger de poisson, celui qu'on pêche dans le Pacifique. Et c'est pareil pour le riz, qui est la base de notre alimentation. Ce qu'on nous vend, ce qu'on nous sert à manger dans les restaurants à Tokyo ou ailleurs, on ne sait plus ce qu'on mange.
Le problème, c'est qu'il n'y a aucune loi qui interdise tel ou tel produit contaminé. Il y a du césium partout. On ne peut plus rien contrôler. Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. À 19 ans, Oki a découvert qu'il était métis. Son père a des origines Aïnou, une population aborigène qui vit dans le nord du Japon et à l'extrême est de la Russie. La mère d'Oki lui avait caché ses origines à cause du racisme à l'égard des minorités japonaises. Oki, lui, a choisi de les revendiquer. Il s'est lancé dans la musique pour faire vivre cette culture en voie de disparition. Sa lutte a finalement porté ses fruits puisqu'en 2008, le gouvernement japonais a officiellement reconnu les Aïnous comme une ethnie indigène du Japon. Dans la culture Aïnou, ce sont les aînés qui transmettent leur savoir aux cadets. Mais aujourd'hui, la question des Aïnous, ce n'est plus le problème au Japon. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de nous demander ce que nous allons laisser à nos enfants. On doit agir en conséquence. Et l'art, la musique, ça sert à ça. Journée d'action internationale, le Earth Day, ou Journée de la Terre, a trouvé un terreau idéal au Japon. Durant 2 jours, dans le parc Yoyogi, le rassemblement attire plus de 100 000 personnes. C'est l'occasion pour les organismes soucieux de l'environnement de séduire de nouvelles recrues. Mais beaucoup y vont aussi pour le concert gratuit en fin de journée. Tête d'affiche cette année, les Flying Dutchmen. Leur tube Human Error, l'erreur humaine, est un cri de guerre contre l'industrie nucléaire. Ceux qui sont venus nous écouter aujourd'hui sont opposés aux centrales nucléaires. Et cette chanson alimente la flamme qu'ils ont déjà en eux. Ce qu'on veut, nous, c'est que le message parvienne à ceux qui ne se sentent pas concernés. C'est pour ça qu'on donne des concerts non programmés dans la rue. Pas comme aujourd'hui, mais plutôt dans des endroits où les gens ne pensent pas à ce problème. Là, on se donne à fond. Quand j'ai mon portable avec moi, je suis comme tout le monde. Le téléphone sonne et c'est très pavlovien. Ça sonne, je décroche, et soit je réponds, ou je le regarde, et puis je réponds et je raccroche, et je vais faire quelque chose, ou ça sonne, je le ramasse et je réponds et je le pose, et je retourne bosser, et ça fait comme ça. Selfies, réseaux sociaux, applis à toutes les sauces, les dealers digitaux ne manquent pas de ressources. Le smartphone greffé dans la paume, les web addicts se shootent à la 4G. Les psychologues ont même inventé un terme pour ces malades du réseau, la nomophobia, la peur de se retrouver sans téléphone mobile. Heureusement, les Amy Winehouse au forfait illimité ont désormais leur centre de rehab.
Sur la côte ouest des États-Unis, les Digital Detox, ces colonies de vacances pour adultes trop connectés, poussent comme des champignons. Au programme, décrocher de son smartphone pendant une semaine. Quant à ceux qui sont incapables d'atteindre ce nirvana, ils pourront bientôt se rabattre sur le No Phone, un rectangle en plastique, copie parfaite d'un téléphone portable, à l'exception qu'il ne fait absolument rien. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps connecté. Et c'est comme un jeu. Tu peux te dire, est-ce que je vais m'en soucier? Est-ce que je vais avoir ce tic? Est-ce que je vais sentir cette vibration dans ma poche alors qu'il n'y a même pas de vibration? C'est comme une vibration fantôme. Comme ces amputés qui continuent à sentir un membre fantôme. Une fois, je me suis retrouvé bloqué à Londres. J'avais pas le temps d'aller faire un tour dans la nature. Et je sentais cette vibration dans ma poche, même quand mon téléphone ne sonnait pas. Chaque fois qu'Andrew Ranville sent cette vibration fantôme, c'est que ça va mal et qu'il est temps pour lui de prendre ses claques sans ses clics. Ce jour-là, il part avec quelques amis. Sa destination, une île sur le lac supérieur, au nord des États-Unis. Cet espace garanti sans Wi-Fi n'avait jamais connu la civilisation, jusqu'à ce que son ami millionnaire Robert Gorski se l'offre pour 100 000 €. Ce petit coin de paradis est désormais réservé aux artistes qui souhaitent se couper du monde digital. Pour Robert, la tentation est parfois trop grande. Avant l'interview, il se prend une dernière dose d'Instagram. D'une certaine façon, c'est agréable de pouvoir prendre du recul sur la civilisation, de s'éloigner de cette distraction constante due au téléphone portable. Mais en soi, ce n'est pas diabolique, au sens où l'alcool devient diabolique quand on en boit trop. Seul refuge dans ce Koh-Lanta nordique, une cabane en bois avec 3 murs, sans électricité. Il faut se chauffer et cuisiner au feu de bois avec des branches glanées sur l'île. Et quand vous en avez soupé des pâtes, des graines ou des légumes déshydratés, il faut partir à la pêche ou à la cueillette au baie pour survivre. Du coup, les participants n'ont plus une minute à perdre. Les textos et les emails sont renvoyés à la préhistoire. Tu te souviens comment on faisait avant? On avait un répondeur fixe et on mettait une journée avant de rentrer à la maison et de l'écouter. Et là, il fallait rappeler la personne. Maintenant, on se plaint. Oh, le Wi-Fi dans l'avion ne marche pas. Mais on vient juste de l'avoir. C'est une nouvelle chose. Pourquoi on se fâche? On n'avait pas ça il y a quelques mois et maintenant on l'a. Ça ne fonctionne pas, alors on râle? Imaginez qu'un événement solaire détruise un tas de satellites et qu'on soit obligé d'être déconnecté. On se rendrait très vite compte que c'est pas si mal. Mais se déconnecter volontairement, non. La société dans son ensemble refuserait de se débrancher volontairement. Seul luxe dans cette vie unplugged, la bibliothèque de l'île. On y trouve les œuvres cultes de Mark Twain, de Platon et surtout de Henry David Thoreau, l'inventeur du concept de désobéissance civile. Son ouvrage le plus célèbre, sorti en 1854, raconte ses 2 ans dans une cabane au fond d'une forêt du Massachusetts, loin de toute civilisation, des percepteurs et des esclavagistes qu'il haïssait. C'est l'un des modèles des nouveaux déconnectés du web. Autres grands ancêtres de ces sceptiques de la modernité, les fameux luddites anglais. De 1811 à 1812, en Angleterre, ces artisans du textile ont détruit des métiers à tisser mécanique qu'ils accusaient de les jeter dans la misère. Tous se réclamaient d'un certain John Ludd, qui n'a probablement jamais existé. Aujourd'hui, le ludisme désigne tous ceux qui doutent que la technologie soit la clé du bonheur de l'humanité. C'est la question que se posent les artistes invités sur Rabbit Island. Revenus de leur retraite en autarcie de 2 à 6 semaines sur l'île, ces photographes et plasticiens exposent leurs œuvres une fois par an au DeVos Museum de Marquette dans le Michigan. Ainsi, la poétesse américaine installée à Berlin, Elvia Wilk, a passé 20 jours sur l'île aux lapins, avec pour seul ami une machine à écrire mécanique. J'ai laissé mon ordinateur derrière moi et j'ai emmené une machine à écrire, comme une sorte d'expérience. Une expérience un peu prétentieuse peut-être.
C'est un processus très manuel. Tu dois connecter tes idées à tes mains d'une façon qu'on a oubliée avec les ordinateurs. Parce que les touches sont plus accessibles. Je pensais que ce serait difficile sur cette île parce que mes amis me manqueraient. Mais en fait, ça s'est révélé très dur parce que je m'ennuyais terriblement. Et ça m'a vraiment troublée. Parfois, pour se couper du monde, il suffit d'aller au coin de la rue. Dans la turbulente et connectée New York, un irréductible résiste. Il n'a pas encore fondé de village, mais a déjà sa cabane en bois installée dans un loft de Brooklyn. Ancien publicitaire, Thomas Stevenson a tout mis à la corbeille il y a 5 ans pour se lancer dans sa nouvelle vie d'artiste web-proof. L'une de ses performances permet aux New-Yorkais de se propulser dans la brousse grâce à des bivouacs qu'il organise secrètement sur les toits de Big Apple. Son doudou, c'est cette fibre métallique totalement imperméable au réseau. Le projet Bivouac a quelque chose de dissident. Il est en dehors des normes. Il n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une protestation bruyante. C'est juste une sorte de protestation calme. Mais il y a dissidence parce qu'il est censé déclencher quelque chose. Et que cette prise de conscience est toute petite. Je voudrais que les gens se demandent qu'est-ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire pour arriver d'aujourd'hui à demain? Thomas Stevenson pose ses sardines sur les toits dans la clandestinité car son projet est illégal. Comme au bon vieux temps des rêves partis, le lieu change constamment et est révélé à la dernière minute aux participants. Une fois que tout est en place, miracle, les volontaires découvrent leur logement et leurs nouveaux amis en live. Et bien sûr, pour cette soirée pyjama perché, chacun est prié de couper son smartphone. Attends, je vais essayer de l'éteindre. Tu sais comment faire? Il est cassé et parfois j'ai du mal à l'éteindre. Ça y est, c'est fait. C'est important de vivre dans l'instant présent, de ne pas se demander si on a reçu des emails ou si on a aimé ton post sur Facebook. De s'asseoir simplement ici, tous ensemble, au milieu de ce tourbillon, de cette marée humaine haletante que sont Brooklyn et New York, et de profiter d'un moment de calme comme si on était au milieu des bois. Mais on a été dans les bois, et c'est bizarre. Hein. Les gens se baladent à poil et font des trucs étranges. Il y a plein de bestioles. Ici, je préfère. Les humains veulent se connecter les uns aux autres. On est une espèce tribale. Ceci n'est pas une visite de la Station spatiale internationale, mais celle de la maison conçue par l'architecte italien Leonardo di Chiara. Sa surface, 9 mètres carrés, avec lit, salle de bain et cuisine, dans lesquels il vit depuis 2 ans. Pour les habitants des tiny houses, littéralement les micro-maisons mignonnes, pas besoin de loft ni de grands espaces. Outre le fait qu'ils gagnent beaucoup de temps sur le ménage, ces cabanes souvent mobiles sont pour eux une façon de clamer leur amour de la planète. Aux États-Unis ou en Europe, ces claustrophiles se regroupent en villages le temps de festivals, histoire de partager leur passion des kagibis tout confort. C'est un gros chien, il perd pas mal de poils, c'est surtout ça qui est pénible. Là-haut, il y a ma chambre, donc à laquelle on accède grâce à cette échelle, qui, pour gagner de la place, peut être rangée comme ça. Ça ouvre tout de suite l'espace. Ici, il y a la cuisine. Donc moi, j'ai une cuisine en L, qui est pas très grande, mais qui me suffit largement à faire de bons petits plats. D'avoir des maisons qu'on paye si cher, alors que l'accès au logement est de plus en plus difficile, c'est une sorte de grosse épée de Damoclès. Ça nous oblige à travailler toute notre vie, parfois en faisant des boulots qu'on n'aime pas forcément, pour impressionner des gens qui n'ont pas forcément d'importance. Et tout ça pour avoir voilà, une maison avec des pièces qu'on va chauffer alors qu'il n'y a personne, une empreinte au sol, une empreinte environnementale très conséquente. Laetitia Dupé a plaqué un job en CDI et son studio à Paris pour bâtir une des premières tiny houses de France.
L'été dernier, sa maison est exposée au premier rassemblement des Tiny House de l'Hexagone sur le parking de Baluchon, l'entreprise de construction de micro-maisons qu'elle a créée il y a 3 ans dans la région nantaise. On avait l'impression d'avoir tellement de bazar qui nous servait à rien. Là, on a vidé notre maison et voilà. On a une chambre et une voiture. Une tiny house, on s'y sent vraiment comme dans une vraie maison. Il y a ce côté maison, cocon. On a son propre panneau solaire, on consomme peu d'eau, on est mobile, on a moins de contraintes. J'avais mon placard avec les petits Legos et des fois, plutôt que de jouer au milieu de ma chambre, dans l'espace de ma chambre, je préférais jouer dans mon placard en fait. Et au final, je trouve que la tiny, c'est un peu la même chose, c'était le condensé parce qu'au final, ma chambre était bien trop grande par rapport au nombre de Lego que j'avais. Le pape des tiny house, c'est l'américain Jay Schaeffer. Depuis 20 ans, il construit des cabanes roulantes afin de contourner une loi qui impose aux maisons d'avoir une surface d'au moins 30 mètres carrés. Quand j'ai trouvé cette remorque à $800 qui pouvait tirer un maximum de 900 kg, ça a déterminé à la fois la taille et le poids de ma maison. Après la sortie de la Bible de Jay en 2010, les tiny house, qui n'avaient intéressé jusque-là que les victimes de la crise des subprimes ou les déplacés de l'ouragan Katrina, sont devenus une vraie mode aux États-Unis. Amateurs de cabanes au fond du jardin ou adeptes de la décroissance, beaucoup y ont vu la maison de leurs rêves. Vincent Bourg, l'associé de Laetitia Dupé, a lui aussi construit seul sa maison après des années de sac à dos. C'est aussi un acte politique. C'est de se dire, j'ai pas besoin de tout ce système de consommation, de transport, de logistique mondiale qui existe pour vivre. Certains poussent le bouchon encore plus loin. À Berlin, l'étudiant en philosophie Joschka Hartner veut construire des maisons pour presque rien, avec des matériaux de récupération. Celle-ci a été montée en moins d'1 semaine. Sa propriétaire pourra bientôt emménager dans ce logement neuf qui lui aura seulement coûté 15 000 €. Dans les prochaines années, il y aura peut-être des lois, mais pour le moment, c'est une zone grise. Aux yeux de la loi, c'est qu'une remorque chargée, alors rien n'interdit d'y dormir, d'y travailler ou ce genre de trucs. Le mouvement des tiny house envahit désormais les villes, surtout quand il y a des terrains vagues abandonnés, comme ce rond-point au pied d'un clocher en ruine à l'est de Berlin. Max Varkentin, originaire du Kirghizistan, est l'un des 5 résidents de ce village de micro-maisons temporaires. On a une cuisine extérieure et ça, c'est notre salle à manger, où on se retrouve pour les repas. C'est comme une colocation dont les tiny house seraient les chambres et l'extérieur serait l'espace partagé. Architecte de formation, Max a quitté un poste dans les nouvelles technologies pour se dédier à la construction de tiny house. Celle-ci est en chantier depuis 6 mois et il n'y dort pas encore toutes les nuits. On n'utilise pas les tiny house comme une solution, mais comme un laboratoire où on fait des expériences. Piquant leurs idées d'éco aux fabricants de bateaux ou de mobile home, mais aussi parfois très high-tech, les micro-maisons offrent un niveau de confort bien supérieur à leurs cousines, les caravanes. Mais il faut aussi apprendre à se faufiler dans ces espaces où chaque centimètre compte. En dessous, là, on a une pièce en rap, ça peut être chambre d'amis aussi. Il y a un très petit frigo. Je trouve qu'on dort très bien sur la mezzanine. Enfin là, il n'y a pas de matelas. Je viens du Laos. Mes parents étaient des boat people. Ils fuyaient le Vietnam et la Chine vers l'Europe. On n'avait rien en arrivant ici. Ce truc d'avoir une belle vie, une belle qualité de vie, avec une maison, une grande famille, une bagnole et un jardin, ça me travaille. Je me pose souvent la question de savoir qui mérite une belle vie. Il n'y a qu'une minorité de gens qui ont cette chance. La majorité est écartée de ça. À Berlin, l'architecte Van Boele Menzel voit dans la tiny house l'avenir de l'urbanisme.
Il en a inventé une centaine de modèles, dont celle-ci, la Tito House, très prisée des Berlinois en quête de logement. On peut mettre plusieurs maisons Tito côte à côte. En voilà une nouvelle. On peut en associer plein. Van Beau reprend le concept des unités d'habitation inventées par Le Corbusier en 1945 pour construire ces cités comme celle-ci à Berlin. Elles sont composées d'éléments identiques. À l'intérieur de ces espaces optimisés, on retrouve un mobilier fixe. Dès 1938, Le Corbusier et son associé Charlotte Perriand avaient travaillé sur un projet de refuge de montagne appelé Tonneau. Un clin d'œil au philosophe Diogène qui avait choisi de vivre débarrassé des biens matériels. Comme ce dernier, Van Boel et Menzel considèrent les tiny houses comme un moyen de penser le monde. En 2007, sa maison modulable d'1 mètre carré a fait un carton sur le web. Ce dont je rêve, c'est qu'un jour, on n'ait pas seulement Internet ou l'Internet des objets, mais l'Internet des espaces. Partout dans le monde, il y a des petites communautés de tiny house qui partagent les mêmes valeurs que moi. La tolérance, la démocratie, la gentillesse, accepter les véganes. Une fois qu'on appartient à cette communauté, on peut accéder à toutes les tiny houses. Les villages de tiny house et leurs écoles, leurs universités, leurs bibliothèques, leurs connaissances dans le monde entier. Plus besoin de passeport, j'appartiens à une communauté. Salut, c'est Sophia. On est aux rencontres écosexuelles de 2018 sur l'île d'Orcas et on va vous montrer la danse du vent avec les arbres. On danse. C'est comme le vent. Quitte à aimer la planète, autant le prendre au pied de la lettre. C'est le credo de l'écosexe. Depuis 5 ans, ces adeptes luttent à leur façon contre le réchauffement climatique en traitant Gaïa comme une maîtresse plutôt que comme leur maman. Regarde la brise sur notre peau. Pourquoi on ne serait pas sexuellement excité quand on ressent ce genre de sensation? Si c'était les doigts d'un amant, ce serait érotique. On me fouettait avec des fougères et au point culminant de toutes ces sensations dans mon corps, quelqu'un m'a piqué avec des orties. Une plante qui fait peur, genre n'y touchez pas. Mais ça peut être si érotique. Au début, j'étais un peu timide, mais maintenant, je suis comme ça, et à la fin, je veux être comme ça. Cet été, les échos amoureux américains se réunissent dans une petite ferme sur l'île d'Orcas, à quelques encablures au nord de Seattle, près de la frontière canadienne. Pendant une semaine, cette centaine de néo-hippies et de païens revendiqués de 21 à 80 ans renouent avec la nature à travers de folles farandoles, des ateliers et des jeux érotiques dont seule l'imagination est la limite. C'est les pistils. Les parties mâles sont cachées à l'intérieur et il faut les aguicher pour que le masculin se révèle. Elles effleurent le bout des doigts. Il faut être très précis, comme sur une piste d'atterrissage. J'ai jamais vu une vulve comme ça. Mon premier orgasme, je l'ai eu à 7 ou 8 ans, en chevauchant un tronc de bouleau derrière l'école. Je chevauchais cet arbre en faisant des petits sauts et j'ai ressenti du plaisir dans tout mon corps. J'ai lancé aux amis qui m'entouraient « C'est tellement incroyable, vous devriez tous monter sur cet arbre !»
Ils sont tous montés dessus, mais bon, ils ont dit ne rien ressentir de spécial. Derrière l'écosexe, il y a Annie Sprinkle. Avec sa femme, Beth, cette ancienne actrice X, devenue performeuse porno féministe, invente ce terme dès 2008. En gourou païenne et LGBT+, le couple rédige alors le manifeste de l'écosexe, prenant que la Terre est notre amante et organisant à travers les États-Unis 14 mariages collectifs avec les éléments naturels, comme le vent, le charbon et la terre. À mon premier écosexe, j'ai ouvert mon cœur aux moustiques. L'un d'eux s'est posé sur moi et je l'ai observé. Lentement, il a planté sa trompe en moi et il a commencé à boire. Et quand il buvait, c'était comme s'il me baisait. Et son ventre se remplissait de mon sang et je pouvais sentir qu'il se saoulait avec. C'était genre, t'es tellement bonne, t'es tellement bonne. Élevée en Californie, dans une famille bigote, Gaïa, 30 ans, a toujours pensé qu'elle était capable de communiquer avec la nature. Alors que ses camarades de classe la traitent de sorcière, elle quitte le foyer familial pour s'installer dans une communauté du Colorado qui regroupe des danseurs, des guérisseurs navajo ou népalais et des maraîchers. Sa spécialité, la thérapie somatique, un croisement entre chamanisme et technique de relaxation. J'aimerais te donner du plaisir. Comment je peux t'en donner? Et là, tu attends de sentir une réponse. J'ai l'impression qu'il veut un câlin. Oui, je dis « il » ces derniers temps. Quand j'écoute avec mon cœur, j'ai le sentiment que l'arbre que je serre dans mes bras est heureux. D'un point de vue chrétien, la lumière nous descend du ciel, elle nous vient du soleil. L'écosexualité, c'est comme si le monde entier était le corps de Dieu. Et que chaque élément avait sa façon à lui de m'aimer. Les échos amoureux font des petits. Ainsi, dans l'un de ses derniers clips, la chanteuse électropop Peaches invite l'actrice porno féministe Courtney Trouble ou l'artiste Narcisse Sister à faire des câlins au légendaire Vagina Rock, le rocher vagin du parc national de Joshua Tree. Attention aux cactus quand même. Rub, rub, bitch, rub. One pass 'em, thumb blast 'em, fun ask 'em, numb flask 'em. One pass 'em, thumb blast 'em, fun ask 'em. Quant au Forum de l'avenir au Portugal en 2017, on a vu les Australiens Pony Express présenter une salle de bain écosexuelle, un club échangiste éco-super-friendly avec sa chambre de pollinisation et ses tsunamis de miel. On pense que le sexe, c'est un pénis dans un vagin. Alors on nous demande si on enfonce nos organes génitaux dans les arbres. Bon, d'abord, je tiens à dire que si des gens veulent faire ça, ça ne me pose aucun problème. Mais bon, c'est pas du tout ce qu'on fait. Avec votre partenaire, déplacez-vous dans cet espace. À Orcas, Terry Diane Tchaki mène la danse. Prêtresse de l'église de la Living Love Revolution, la révolution de l'amour vivant, elle se revendique de la spiritualité Wicca, l'organisation internationale qui, depuis 70 ans, prône le retour aux anciennes religions païennes et donc animistes. Son credo, fais ce qui te plaît tant que cela ne nuit à personne. Je voulais une religion et une expérience religieuse centrée sur ce que j'estimais être saint et sacré, c'est-à-dire le corps,
et les plaisirs charnels. Je suis une militante du plaisir, ce qui s'inscrit dans une tradition queer. Si on veut protester contre le culte morbide et alarmiste qui nous entoure, il faut un activisme joyeux, qui procure du plaisir, qui rassemble les gens et génère de l'amour et des liens. Si on se sent terriblement isolé et seul, il faut développer des activités et des événements qui vont à l'encontre de ça. I don't want to fall in love. I would rather walk there with you, and I would rather live there with you. As we see the devastation caused. Quand on voit les ravages causés par le capitalisme sur ceux dont on se fout complètement depuis longtemps, les cultures et les mondes qu'on a détruits pour créer notre monde, à mesure que la vérité éclate, le capitalisme va disparaître inévitablement. Et cette nouvelle relation à la Terre va prendre le dessus.